Bonsoir à tous. Au nom de Hervé Lemoine, je vous souhaite la bienvenue aux Rencontres des Gobelins, une rencontre dédiée à notre thématique design, savoir-faire et développement durable, et en particulier à un métier qui a apparu récemment dans le domaine des métiers d'art, qui est le domaine de l'intermédiaire, de l'agent, si on peut dire, un peu sur le modèle de la musique ou du théâtre, donc des personnalités qui sont au service d'une offre et d'une demande, qui sont à la fois à l'écoute des créateurs, mais aussi d'une clientèle, de clients qui sont acheteurs. Donc c'est un métier très important qui a émergé récemment de ce nouveau secteur qui est les métiers d'art. Et ce soir, nous avons deux typologies, deux personnalités très différentes qui justement sont complémentaires pour avoir un panorama, un début de panorama de type de profession que cela entraîne. Alors le premier intervenant, c'est Marc-Alexandre Ducoté, qui, après un diplôme à l'École supérieure de commerce de Paris et à l'Institut français de la mode, a créé en 2016 sa propre agence, l'agence Ducoté, qui est à la fois maison d'édition et d'objets d'art et de design basée dans l'Ouest, à Biarritz, au Sud-Ouest, et qui rassemble un certain nombre d'artisans, de créateurs locaux, et qui fait travailler donc un écosystème local, et il nous en parlera très certainement. Il est donc à la cheville ouvrière, on peut dire, d'une mise en relation de Bordeaux à Bilbao, en passant par Pau et Biarritz, avec différents créateurs d'objets qui commencent à être reconnus par la presse, notamment par Elle Décoration, AD, Air France Magazine et d'autres. Donc un beau parcours de lien entre... Merci beaucoup, merci de votre invitation. Oui, moi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de parcourir un petit peu le métier d'éditeur de mobilier d'art, en le distinguant peut-être et en soulignant les similarités également avec celui d'éditeur de mobilier industriel. Donc on va essayer de définir ensemble ce que recouvre ce terme d'éditeur et vous montrer un petit peu la diversité des acteurs qui sont au contact de cette activité, tout en soulignant donc les spécificités d'une maison d'édition qui est la nôtre, qui est une maison d'édition d'objets d'art, très proche du système d'une galerie de design ou d'art, et qui travaille essentiellement par commissionnement. Donc juste un petit passage sur une présentation de notre maison, et puis ensuite on pourra réélargir un petit peu le spectre pour parler de l'édition en général. Donc les éditions Ducoté effectivement ont été fondées en 2016 à Biarritz. C'est une maison d'édition qui est territoriale, donc a pour vraiment mission de valoriser l'artisanat local à travers la création et la mise en collaboration avec des artistes et des designers. Cette maison elle a été créée avec mon épouse qui est architecte d'intérieur, Elodie Mentler. Et donc tous les deux, en 2016, on a relevé ce défi de rassembler un écosystème justement à la fois territorial, mais aussi en invitant des gens de partout dans le monde en fait à venir travailler avec les artisans locaux. Voilà une image des objets qu'on a pu réaliser avec ces artistes et ces artisans, et puis je vais vous détailler un petit peu la façon dont on coordonne un projet de création. D'abord, pour résumer, le métier d'éditeur, ce sont toutes ces actions-là, proposer une vision, sélectionner à la fois des artistes et des artisans, les accompagner dans un processus de création, gérer la production, puis la commercialisation et la communication. Je vous propose de revoir un peu tous ces points un par un pour vous détailler l'ensemble des éléments qui constituent la création d'une marque d'édition et sa gestion au quotidien. D'abord, proposer une vision, qu'est-ce que c'est ? Je crois que c'est d'abord le résultat d'une conviction intime, personnelle, portée par des valeurs, qui ensuite viennent définir ce qu'on appelle dans le jargon marketing des valeurs de marque, un territoire de marque, etc. Mais qui vraiment intrinsèquement viennent d'abord d'une motivation personnelle.
ça c'est important, et qui définit une mission. En l'occurrence, en ce qui nous concerne, c'est la valorisation du territoire à travers son patrimoine vivant que sont les artisans. Ensuite, on définit une ligne éditoriale qui est constituée de thématiques qu'on a envie de développer. En l'occurrence, les nôtres, là aussi, sont constituées de thématiques liées au territoire. On a construit plusieurs collections qui portent cette ligne éditoriale. La première s'appelait Artsign, qui veut dire en basque le berger, donc une figure statutaire de la culture basque. La seconde s'appelait Ondulation, donc peut-être avec un clin d'œil à l'océan et à la partie aqueuse du territoire. Et la plus récente s'appelle Perspective, à la fois d'un point de vue architectural, mais aussi temporel, et qui est d'autant plus d'actualité avec les temps qu'on vit. On a tendance à remettre les choses en perspective. Donc sur ces thématiques de collection, on va faire travailler des artistes et des designers. Il s'en dégage en général une esthétique. Ce n'est pas toujours le cas pour tous les éditeurs. Il y a des éditeurs qui vont accepter et qui vont fonctionner, notamment les éditeurs industriels qui fonctionnent sur proposition de design de la part des designers, où un designer va dire voilà, j'ai dessiné ça, j'aimerais le faire éditer. Beaucoup d'éditeurs fonctionnent comme ça. Nous, on fonctionne toujours sur commission, c'est-à-dire qu'on approche ou on se fait approcher par des artistes et des designers et on leur demande de travailler sur une thématique, de dégager un brief et un certain nombre de contraintes, notamment liées effectivement aussi à notre mission. Voilà pour la vision. Les nôtres, plus spécifiquement, avec les éditions du côté, c'est d'abord du local. Donc ça, c'est un certain nombre de valeurs. Une plateforme qui se en production à circuit court, comme on l'a dit tout à l'heure, Bordeaux, Pau, Bilbao, en gros, au maximum en termes de sourcing. On se base sur la culture et l'histoire du territoire. On va chercher des histoires, des légendes, des personnages importants, des lieux qui vont inspirer la création. Ensuite, on a un travail qui est purement collaboratif, c'est-à-dire qu'on est dans la co-création avec les artistes et les designers, mais aussi avec les artisans qu'on intègre pleinement au processus et qu'on, on le verra, on en parlera, mais qu'on cite du point de vue de la communication comme alter ego des créateurs. Donc ils sont présents sur toutes les communications et on estime que le faire est aussi important que le concevoir. Et c'est ce qui porte donc notre éthique et c'est un des moyens de travailler une certaine singularité pour faire face à l'uniformisation générale de ce qu'on peut voir, de ce que j'ai vu dans mon parcours dans la mode précédemment, mais que je retrouve dans le design avec des tendances, des modes, etc., dont on essaye de sortir avec un ancrage territorial, des artistes et des artisans qui viennent d'horizons très divers, et voilà. Et ensuite cet attachement éthique à l'utilisation de matériaux de provenance proche, une transparence par rapport aux gens avec lesquels on travaille. Et enfin, parce qu'on est en France, malgré tout, on fait produire en France, on produit des objets de valeur qui ont un certain coût de production et on s'est positionné entre les domaines du design et de l'art, comme le font beaucoup de galeries aujourd'hui, avec une réinterprétation contemporaine d'un certain nombre d'inspirations territoriales ou historiques. Nos objets sont tous sculpturaux, avec une fonctionnalité, avec toujours cet impératif d'une fonctionnalité. Et on travaille en édition limitée, en général de 8 à 12 pièces. Voilà pour les spécificités de ce qu'on fait nous en tant qu'éditeur un peu particulier. Encore une fois, d'autres éditeurs industriels comme Vitra, Knoll ou des Français comme Sina vont peut-être travailler un peu différemment, mais on retrouve quand même un certain nombre de points communs dans le commissionnement en tout cas, et dans la façon de travailler. Ensuite, il faut sélectionner. Une fois qu'on a créé une vision, un positionnement, sélectionner, ça veut dire choisir les partenaires avec lesquels on va travailler, qu'ils soient artistes, designers, artisans, fabricants. Il faut évidemment créer une relation avec eux. Je pense que c'est le point le plus important. En fait, c'est vraiment la relation qui va déterminer la qualité du travail. On y reviendra à la fin. Mais voilà,
ensuite sélectionner évidemment les matériaux, les savoir-faire en fonction des besoins qu'on aura définis avec les créateurs. Et c'est cette relation personnelle qui va faire qu'on va déterminer le bon matching entre les créateurs et les fabricants, les artistes ou designers et les artisans. Et on va se dire, tiens, ce serait intéressant de créer un peu l'étincelle, la rencontre entre deux personnes qui, sans ce projet, se seraient probablement pas croisées dans la vie. Et nous, ça c'est quelque chose qui nous enthousiasme beaucoup, c'est de créer vraiment cette rencontre un peu inattendue, là encore pour travailler le résultat qu'on veut singulier, mais aussi pour le plaisir de la rencontre de gens différents. Mais néanmoins, dont on a repéré qu'ils pouvaient avoir des terrains d'entente et un enthousiasme commun à créer un objet ensemble. Voilà. Au final, on obtient un réseau de contacts. Il faut, avec le temps, se constituer une base de contacts qui nous permettent d'aller piocher dans tel ou tel savoir-faire pour pouvoir rebondir sur à peu près dans n'importe quelle discussion créative en disant tiens, on pourrait essayer d'explorer tel savoir-faire, ou à l'inverse, avoir aussi une base d'artistes créateurs dont on admire le travail et avec lesquels, quand on est dans l'atelier d'un artisan, on va se dire mais là il y a un match super avec tel savoir-faire, je suis sûr que ça intéressera tel ou tel designer ou artiste. Donc se constituer cette base et connaître un petit peu les mentalités, les envies de chacun. Ensuite vient le moment du début d'un projet, une fois qu'on a sélectionné ces acteurs. Et ça passe par la notion d'exploration. Alors la notion d'exploration, c'est un peu la maïeutique et l'accouchement voilà, déjà intellectuel d'un projet. Explorer l'univers d'un artiste qu'on apprécie, ça prend souvent des heures de discussion, c'est en général un grand plaisir. Et de manière un peu gratuite, pas nécessairement focalisée sur l'issue du projet, mais d'abord en ouvrant au maximum et en étant à l'écoute. Voilà. Et puis en réponse à cette exploration de l'univers artistique, on va aussi raconter l'univers de la marque, de l'éditeur, et donc dans notre cas du territoire aussi. Il m'arrive souvent de raconter, de lire beaucoup évidemment sur le territoire, dont il se trouve que je ne suis pas originaire et j'y habite depuis une quinzaine d'années seulement. Mais j'en suis tombé amoureux. Et donc je lis beaucoup sur le sujet et donc je me retrouve souvent à raconter des morceaux d'histoire, de lieux, de personnages ou de légendes locales qui vont résonner avec ce que me dit l'artiste ou le designer. Et là, donc, c'est le début d'un certain nombre de choix qui vont constituer un brief contraignant. Hein, dans les contraintes, c'est effectivement la notion de matching avec le territoire, mais aussi évidemment la fonctionnalité de l'objet qui est importante. On n'est pas là pour faire juste une œuvre d'art ou une sculpture. Elle permet cette fonctionnalité qu'on demande de ramener artisans et artistes à un niveau de discussion qui permet un vrai partage, je trouve. On est dans la co-création, c'est-à-dire que c'est vraiment un travail à 6 mains, et c'est tout l'objet de notre logo, vous l'avez aperçu rapidement, mais ce sont 3 hexagones qui viennent s'entrecroiser pour créer un cube, et chaque hexagone représente un acteur du projet. Ils viennent créer un objet, donc. Et donc l'artiste, l'artisan et l'éditeur. Et donc tous ensemble, on va faire avancer le projet jusqu'à obtenir un design technique qui là est apporté par mon épouse et ses équipes sur la partie vraiment cotation, plan précis de production quand on est à la fin du projet. Et ensuite on va mettre en relation, créer la rencontre et essayer d'obtenir un esprit d'équipe qui fasse qu'on a envie de se challenger pour avoir le produit ou l'objet vraiment le plus qualitatif et le mieux fini possible. Ça, c'est un petit exemple de ce qu'on a parfois. Tout le monde ne dessine pas comme, en l'occurrence, Michael Elfati qui a fait ce beau dessin d'un vase, qui était assez précis dans sa conception. Du coup, je ne vous montre pas l'ensemble des dessins qui ont précédé le choix de celui-ci, puisqu'il y a eu un travail énorme. Mais avec certains artistes, on aboutit à ce genre d'esquisse qui est quand même très précise et très belle. Parfois, on est beaucoup plus sur une esquisse très simple,
qu'on va améliorer directement en 3D ou dans des plans 2D. Donc tout dépend de l'acteur et des talents de dessinateur aussi, des artistes avec lesquels on travaille, puisque une de nos spécificités est de travailler avec des artistes de tous horizons, y compris des danseurs, des musiciens, pourquoi pas des chefs. Voilà, on a un projet avec un chef en ce moment. Donc on ouvre vraiment, là aussi, pour travailler la singularité, essayer de sortir du design pur. Voilà. Mais on travaille aussi avec des designers talentueux et on est très ouvert sur le sujet. Mais chacun a son approche très différente du début d'un projet et aussi de l'esquisse de l'objet. La production ensuite, donc c'est la rencontre, comme vous le voyez sur cette photo, des trois acteurs, donc l'éditeur, l'artiste et l'artisan, qui passe par la validation technique. Donc là, c'est vraiment le domaine de l'artisan qui va dire ça c'est possible, là c'est pas possible, ça marchera mieux avec tel matériau, etc. Et puis nous qui poussons, d'un point de vue éthique, entre guillemets, à un sourcing de matériaux au plus proche, comme je l'ai dit, à une cohérence évidemment entre l'objet qu'on va créer et les matériaux qu'il constitue, sa forme, sa texture, etc. Et notre rôle, c'est vraiment un rôle de coordination, à la fois de l'artiste avec les artisans, mais aussi des artisans entre eux, puisqu'il peut y avoir 4, 5 artisans qui travaillent sur un même objet, et souvent séquentiellement. Donc il faut organiser le projet de manière à ce qu'il tienne aussi quand même dans un calendrier, parce qu'on a quand même si on est globalement dans un esprit de slow design, on a quand même des échéances, et notamment des salons, des expositions, et on va y venir aussi. Voilà, donc on arrive à un prototype qui lui-même fait l'objet de commentaires, d'améliorations avant une production en série, qui elle est produite donc soit dans sa totalité, soit sur commande. Et en général, on est plus souvent sur commande. Là aussi, pour des raisons à la fois évidemment économiques, mais aussi tout simplement écologiques, de manière à vraiment produire en flux tendu à la commande. Le prototypage, c'est vraiment un moment émouvant dans la vie du développement d'un produit, puisque c'est la découverte pour la première fois de l'objet, à la fois par l'éditeur et par l'artiste. Et c'est souvent voilà, un grand moment aussi dans la vie de l'édition. Voilà, juste avant la fin du prototypage, ce que ça donne. Et là, vous avez à droite l'artiste et à gauche l'artisan. Et vous voyez ce début de sourire qui commence à illuminer le visage de l'artiste. Je trouve cette photo vraiment forte. Et voilà, c'est cette rencontre-là qu'on essaie de créer à chaque objet. Quelques exemples d'autres objets qu'on a pu créer et fabriquer. Vous avez une table en pierre de la Rune et métal, table basse en haut à gauche. Vous avez une tenture de tapisserie de cuir gravée au laser d'une tannerie locale. Un grand paravent siège inspiré du mouvement de la mer, qui est en résine minérale et chêne. En dessous, vous avez une table en liège et verre gravé, là aussi au laser. Le liège étant là aussi un grand savoir-faire local des Landes, pour le coup. Une sculpture murale en chêne, inspirée des bâtons de berger, puis un miroir, le miroir bleu que vous voyez, du studio Briand-Berthereau, qui symbolise l'océan et le rayon vert. Voilà, enfin, le vase que vous avez vu se terminer tout à l'heure dans la photo précédente, qui est en marbre de Marquina, donc là aussi un marbre basque. Et enfin, un set gigogne de tabourets et tables en métal perforé et marbre de l'artiste Alex Wall, et un pouf qui représente une montagne locale. Voilà. Peñas de Aya. Donc voilà quelques exemples des objets qu'on peut éditer dans plein de typologies différentes et surtout dans plein de matériaux et savoir-faire différents.
Voilà. Enfin, je vais passer un peu plus vite sur la commercialisation et la communication. Je pense qu'on est sans doute plus axé sur les artisans et la création. Mais être éditeur, c'est aussi ça. Et encore, je passe les points administratifs, juridiques et comptables. Mais pour ce qui est de la commercialisation, on vend soit via des points de vente en propre, des galeries ou des boutiques, soit parfois en ligne sur un site web. Évidemment, les réseaux sociaux sont de plus en plus aussi des vecteurs de vente directe, au-delà de la communication. Et puis ensuite, il y a les salons, les foires, que vous connaissez peut-être dans le domaine du design. Design Miami, Basel, vous avez le PAD, vous avez, voilà, ces grandes foires-là. Et puis à côté, vous avez des foires un peu plus émergentes comme Collectible Bruxelles, à laquelle on a participé 2 années, ou voilà, de Nomade, enfin voilà, ce genre de foires de collectible design, donc de design de collection, aux côtés des grandes foires connues comme le Salon du Meuble de Milan ou Maison et Objets. Les réseaux de distribution, pour les éditeurs industriels, c'est beaucoup plus des réseaux de boutiques de design. Dans notre cas, c'est plus des partenaires ponctuels de type galerie en général. Et puis ensuite, vous avez une grande plateforme en ligne qui sont en pleine croissance, notamment depuis le confinement, comme First Dibs, comme InCollect, comme Invisible Collection ou Colcause. Voilà, tous ces gens-là qui sont aussi des vecteurs de commercialisation de ce type d'objet-là. Et puis ensuite, il va vous falloir, une fois les ventes faites, gérer toute la logistique, l'emballage, les caisses dédiées parfois, trouver les bons transporteurs d'art ou pas, et gérer l'après-vente et le suivi des clients qui, quand on fait de l'édition limitée, sont eux aussi limités. Donc il faut prendre soin d'eux, rester en contact et s'assurer qu'ils sont heureux de leurs achats. Voilà. Et enfin, en général, communication et commercialisation vont ensemble. La communication est même souvent un vecteur de vente, mais vous avez les notions de presse et de publicité, les mailings avec les newsletters que vous pouvez organiser, le travail du référencement de vos diverses présences en ligne, et l'événementiel avec des expositions quand vous avez la chance d'avoir une galerie, ce qui est notre cas à Biarritz, ou avec des partenaires dans diverses villes d'Europe et ailleurs. Voilà, donc ça c'est un petit tour d'horizon de l'ensemble des tâches de l'éditeur, donc que j'appelais chef d'orchestre d'un écosystème qui est à la fois local mais aussi sectoriel. Et je vais prendre juste un petit exemple d'un projet pour rentrer un petit peu plus sur la partie création, d'un projet qui s'appelle le projet Elcano. C'est le nom de la sculpture que vous voyez à droite, qui a été conçu par Uka Ludovic Ilolo, qui est un chorégraphe et danseur, donc a priori très éloigné du monde du design. Et à côté, vous avez la photo d'une exposition qui s'appelle Elcano, qui avait lieu à Saint-Sébastien l'année dernière, pour célébrer le 500e anniversaire du premier tour du monde en bateau par Juan Sebastián Elcano, un navigateur basque qui était le second de Magellan. On a retenu Magellan dans l'histoire, mais les Basques sont très très fiers du fait que, en fait, ce soit Juan Sebastián Elcano qui ait terminé le tour du monde, Magellan étant mort à mi-chemin. Et donc on a rassemblé deux histoires a priori très éloignées l'une de l'autre, celle d'un danseur et celle d'une légende de la navigation basque. Et vous allez voir comment, en faisant le lien entre le déséquilibre, la prise de risque du navigateur et celui du déséquilibre donc, qui est nécessaire au mouvement pour le danseur. Uka a voulu travailler un objet qui serait déconcertant, un peu insolent, parce qu'inattendu. C'est un objet qui n'est pas une rocking chair, puisqu'on se balance dessus quand on n'est pas dessus. Quand on est dessus, elle est immobile. C'est un objet sur lequel on peut s'asseoir, mais pas à l'endroit en général qu'on croit. C'est un objet qui tient en équilibre, sans qu'on sache trop comment.
Et donc ça a été un projet assez complexe. On est parti d'esquisses relativement simples, comme vous pouvez le voir, pour passer rapidement à une mise en volume 3D, pour essayer d'envisager des solutions. Et puis très vite, des calculs un peu compliqués de points de gravité, de vitesse, de rapidité d'oscillation, pour obtenir une première idée des placements, des contrepoids qu'il allait falloir pour équilibrer l'objet. Avant de passer donc à un dessin technique en 2D, puis en 3D. Tout ça donc ponctué de discussions avec le créateur et avec déjà une première idée des artisans avec lesquels on avait travaillé. Artisans qui sont là, tous présents. Donc il y a 4 artisans différents. Un métallier avec Simon Merlot pour la structure métal et l'établissement justement des contrepoids et de comment on allait faire tenir en équilibre cet objet qui est déséquilibré par nature. Une partie de peinture avec le thermolacage dans les Landes, et puis une partie de vannerie où là on a traversé la frontière. Et là aussi je suis très content de ce point-là qui unit un peu les deux Pays Basques, Nord et Sud. C'est important pour nous aussi. On n'est pas nécessairement dans le Made in France pur, mais vraiment dans le Made in local et notamment au Pays Basque. Donc une partie de vannerie que je vais détailler juste après, et puis une petite finition en cuir par une maroquinière, là aussi de l'arrière-pays, Stéphanie. Pour prendre l'exemple de la vannerie, là voilà, parce que je ne vais pas détailler chaque exemple, mais pour l'exemple de la vannerie, avec Daniel Lissaralde, on a d'abord fait une maquette en bois, et ensuite essayé de déterminer quels allaient être les points de passage de la corde danoise qu'on avait choisie. Pour un effet esthétique évidemment maximal, mais aussi pour que ça fonctionne, que ça reste tendu. Et voilà, et c'est un objet qui prend des heures à mettre en place juste pour la partie corde. Donc tout est tiré à la main et selon une technique plutôt inspirée de la chaiserie danoise. Et voilà ce que ça donne pour la commercialisation et la communication au sein de foires diverses. Donc là, on a Art Paris, Collectible de foires en 2019 et 2020. Évidemment, tout ça est accompagné d'un photoshoot de la collection et puis d'un certain nombre de publications qu'on a eu la chance d'avoir dans des belles éditions, des beaux magazines, qui participent donc à la diffusion de l'objet et notamment à sa commercialisation. Voilà pour terminer l'objet chez un habitant, en place chez un client. Mais il n'y a qu'une seule position, il n'y a qu'une seule posture d'assise. Vous m'avez vu sur la photo précédente, assis dessus. Parce qu'il y a l'autre côté aussi, non? Non. Voilà, justement, c'est inattendu. Et vous avez là aussi sur la publication en haut à droite une personne qui est assise dessus aussi sur la terrasse. D'accord. Donc pour revenir à ce que je disais au départ, au final, tout est vraiment une question de relation avec l'ensemble des acteurs avec lesquels on interagit, avec lesquels on travaille. Et la qualité des objets qu'on produit dépend vraiment de cette relation. C'est Charlie ce qu'il disait, c'est pas moi, mais je le vérifie tous les jours. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup de nous avoir décrit toutes les étapes de votre métier, parce qu'on ne se rend pas trop compte de tout ce que ça regroupe, multi-compétences, et surtout des polarités, j'allais dire, presque psychologiques importantes, c'est-à-dire une relation clientèle, une relation presse, une relation avec un artiste et une relation avec un artisan. Ça ne demande pas la même partie du cerveau, c'est vrai. intellectuellement et émotionnellement parlant. Je ne dirais pas quel est le plus difficile dans les quatre que je viens d'évoquer. Vous auriez peut-être des surprises. En tout cas, merci de cette polarité. Moi, j'avais quelques petites questions. Vous avez parlé de quasiment tous les intervenants, mais vous n'avez pas évoqué la clientèle. Quelle est votre clientèle? J'imagine, elle est locale, mais aussi internationale. Est-ce que vous travaillez à dessein, c'est-à-dire une personne qui dit « je veux une chaise, un bureau », faites-moi des propositions, ou alors vous
faites des produits et après vous allez chercher les clients. Donc alors en fait, on a encore une maison d'édition jeune, donc là aussi, pour servir notre mission, qui est la valorisation des artisans avec lesquels on travaille, pour nous, notre vecteur, ça a été la création de collections. Et on s'est dit, en montrant ce qu'on peut arriver à faire avec le talent de nos artisans et celui de nos artistes, on va promouvoir la qualité de leur travail. Et donc effectivement, notre objectif, et ce qu'on commence à faire seulement cette année, c'est à travailler sur commission et à travailler sur mesure. Donc on commence tout juste, justement, je voyais un client récemment pour en parler, et on co-construit du coup, c'est très intéressant aussi. On est encore presque dans la co-création avec le client pour le coup. Sinon, pour les collections, pour répondre à votre question, nos clients aujourd'hui sont plutôt des particuliers. Et dans notre cas, nous qui sommes plutôt excentrés en termes de vie culturelle, étant basés à Biarritz, et l'essentiel de la vie du design se passant dans les capitales européennes, à commencer par Paris. On est très aidé par les parutions presse, qui sont pour nous un vrai vecteur de commercialisation. Mais je crois que c'est assez spécifique. C'est peut-être, évidemment, tout article de presse a des répercussions à la fois de notoriété et parfois de vente. Mais dans notre cas, c'est assez important. Ouais. Et donc vous dites, vous investissez dans la presse, mais vous investissez aussi dans un attaché de presse, dans quelqu'un qui vous suit ou... Oui. Voilà. On travaille effectivement avec... selon les trébuchants, je veux dire, c'est oui. Important à le comprendre pour absolument. Les jeunes. Et alors là aussi... c'est que la presse, ça ne tombe pas des nues. Non, absolument. C'est un métier. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, voilà, on ne peut pas tout faire non plus. Donc à un moment donné, il faut aussi trouver les partenaires. Et on a fait vraiment le choix, nous, de travailler avec effectivement une agence de presse, plutôt que d'avoir un budget publicité. On trouve que là aussi en termes d'éthique, c'est quand même le journaliste qui décide ou non de faire une parution, qui va en parler à sa façon. Et on est attaché à cette transparence-là. Et justement, le service de presse, elle est locale, nationale, internationale? Elle est... je ne sais pas si on peut les citer, mais... oui, moi je ne me dérange pas, mais c'est pour savoir parce que quand on elle est basée à Paris, mais avec des agences en Europe. Okay. Et c'est l'agence 14 septembre. D'accord. Okay. Non, parce que c'est intéressant, notamment pour les plus jeunes ou ceux qui ne savent pas comment fonctionne le système médiatique, c'est que quand on n'est pas centré, c'est vrai que dès qu'on est décentré, le rapport au centre de décision, qu'il soit Paris, Londres, tout ce qu'on veut, ben les relais sont plus compliqués qu'on ne peut imaginer. Et c'est un investissement d'avoir à la fois de la presse locale et de la presse nationale et de la presse internationale. Absolument. C'est pas toujours les mêmes compétences, donc c'est pas toujours les mêmes budgets selon le but que l'on veut atteindre. Tout à fait. Après, il y a les foires aussi, évidemment, qui sont vraiment importantes là aussi dans ce domaine-là. Là aussi, en termes de coûts, toutes n'ont pas le même coût. Donc il faut faire un choix qui est à la fois cohérent par rapport à un budget, mais aussi par rapport à un positionnement. Nous, on a vraiment trouvé une belle entente en termes de positionnement, d'ambiance, etc., avec la foire Collectible, par exemple. Mais voilà, il y a plein de solutions en fonction des différents positionnements. Et on a commencé, on a lancé la première collection à Maison et Objets. On se reconnaître. Voilà, donc c'était un bel effet de notoriété, mais néanmoins on était quand même un petit peu perdu dans... C'est une foire gigantesque, hein. Donc quand on est autant dans une niche qu'on peut l'être, effectivement c'est peut-être un endroit un peu grand pour notre positionnement. Donc petit à petit on a trouvé des endroits des événements qui nous convenaient plus exactement. Y a-t-il une question dans la salle? Non, ben moi je vais en poser une autre. Vous avez parlé de la question des matériaux, question essentielle. Merci de défendre le Made in local et pas que le Made in France. Personnellement,
ça m'agace, le Made in France, et je trouve beaucoup plus logique d'aller de l'autre côté d'une frontière qui est à 10 km que de faire venir un produit qui vient de 800 km, même si c'est dans le même pays. Quand on a un souci de développement durable, je pense qu'il vaut mieux réfléchir en termes de zone géographique que de zone politique. Donc c'est un très bon parti pris. Continuer. Et justement, la question des matériaux locaux, comment elle se pose? Par exemple, vous cherchez, vous faites un objet, ou vous cherchez un bois, vous cherchez une essence de bois. Est-ce que vous avez des matériothèques à disposition? Est-ce que vos ébénistes ou vos distributeurs peuvent vous présenter un échantillonnage de bois locaux ou pas trop loin? Ou comme vous faites par exemple pour la laine, qui est un sujet sensible chez nous. Voilà, comment vous faites pour la question des matériaux? Alors, pour l'exemple de la laine, c'est un bon exemple, puisque, comme vous l'aurez compris, notre première collection était centrée autour du berger, de la thématique du berger. Et donc, évidemment, on a voulu travailler la laine. On a trouvé des acteurs qui récoltaient la laine et qui la cardaient. Mais très vite, on a été confronté à un trou dans la filière au-delà du cardage. C'est une filière qui, depuis ce moment-là, a commencé à se développer un petit peu sur d'autres activités. On va pouvoir sans doute reprendre contact bientôt, mais aujourd'hui, nous, on n'a pas trouvé, et notamment les filatures. Il y a quelques filatures de linge basque, mais pour faire du tapis, par exemple, on n'a pas les outils localement pour les faire. Donc, on a un trou de typologie d'objets dans nos collections qui est le manque de tapisserie. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a décidé de faire une tapisserie en cuir avec une tannerie qui travaille au milieu des moutons et de la laine, mais on n'avait pas la filière pour développer localement des tapis. Et donc oui, en termes de matériothèque, on se les constitue petit à petit, et puis en fonction des artisans avec lesquels on travaille, on récolte ici et là des échantillons. Mais en général, le choix se fait dans une discussion avec l'artisan, qui connaît mieux que personne les matériaux avec lesquels il travaille, leur dureté, la façon de travailler avec, et en fonction du projet, nous orienter aussi. Et après, c'est libre à l'artiste de dire oui ou non sur tel ou tel matériau. Et petite question, peut-être ultime question, peut-on parler d'un renouveau basque dans les métiers d'art et le design? Parce qu'il y a quelques marques qui ont émergé. Moi, j'y crois. Et d'ailleurs, on a constaté assez tôt l'envol très rapide de la marque Alki, qui est d'abord une coopérative de menuiserie qui faisait du meuble classique, enfin pas spécifiquement contemporain, et qui tout à coup, avec l'aide de Jean-Louis Ratsoki qui a pris la direction artistique, s'est transformé en ambassadeur du design basque. Ils ont été parmi les premiers, et c'est très récent, malgré tout. 10 années, exactement. Et je pense qu'effectivement, ils sont une locomotive côté français. Il y a beaucoup de marques aussi côté espagnol, de marques basques. Enea, Ondareta, voilà, des marques comme ça qui font du design industriel, qu'on connaît un peu moins côté français sans doute. Mais il y a un petit groupe, je dirais, de 6-7 marques au Pays Basque qui ont une vraie ambition. Mais vous n'avez jamais pensé à avancer en collectif, c'est-à-dire vous présenter à certains salons, certaines foires sur cette identité Alors on s'est territoriale? rencontrés bien sûr, mais on est à des niveaux d'avancement quand même très différents, avec des ambitions aussi relativement diverses. On est quand même plus proche du design industriel, même si on reste très artisanal au final, et très local, là aussi avec Alki, qui ont eu un développement quand même assez fulgurant. Donc ils ont quand même des énormes stands à Maison et Objets. Et voilà, donc nous on a commencé plus tard, et pas forcément tout à fait dans les mêmes réseaux. Mais si, bien sûr, oui, je pense que cette dynamique-là, on a envie de la réunir, et on est en train moi je suis en train de réfléchir effectivement à réunir les acteurs. Il faut savoir aussi qu'il y a d'abord un nombre de talents créatifs, designers, mais pas seulement, artistes aussi en local, qui vivent, on ne le sait pas toujours, mais au Pays Basque. D'autres qui font beaucoup d'allers-retours entre Paris et le Pays Basque aussi. Et il y a de plus en plus
même de designers qui viennent y passer des vacances, etc. Et petit à petit, en fait, tous ces gens-là se réunissent, parfois 2 mois par an, parfois toute l'année pour ceux qui y vivent. Et voilà, je crois qu'il y a un vrai élan à la fois créatif d'un côté pour la partie artistique, de plus en plus de gens, et notamment après le confinement, qui viennent y vivre. On le voit avec la partie architecture d'intérieur de mon épouse, mais aussi on voit le nombre d'agences immobilières qui fleurit. Donc de ce côté-là, il y a de plus en plus de monde et de plus en plus de créatifs en particulier, c'est assez étonnant. Et puis, côté fabrication, il y a une structuration aussi, petit à petit, qui est intéressante, avec des racines historiques aussi dans les Landes, avec la chaiserie qui était très importante. Voilà, et puis côté espagnol, toute la métallurgie, le marbre. Voilà. Donc, en fait, il y a une logique de territoire à développer, parce que comme les AOC dans la nourriture, c'est-à-dire que pour dépasser le territoire local, national, et pour aller vers l'international, c'est vrai que la marque Pays Basque, en plus comme elle est entre deux territoires politiques, c'est vrai que peut-être qu'il y aura à un moment donné une logique de groupe pour sortir des frontières et pour aller au-delà peut-être. Oui, je sais que la Chambre de commerce de Bayonne travaille beaucoup sur les projets transfrontaliers, et ils ont défini un certain nombre de clusters. C'est pas le terme qu'il faut employer en ce moment. Médicaux ou sur des tas de technologies, mais pour le moment pas sur le mobilier ou l'art. Donc on essaie de le faire à notre niveau privé, en se rencontrant et en essayant de faire des choses. Moi j'ai déjà collaboré avec des associations aussi côté espagnol. On a fait des événements ensemble. Voilà. Mais pour le moment, ça reste des collaborations ponctuelles. Et c'est vrai qu'il y a un élan, il y a une présence, il y a des talents. Et tout ça mérite d'être porté par une structure peut-être un peu plus pérenne. Très bien, merci. Pas de questions ? Bon ben merci infiniment de nous avoir apporté un peu de soleil basque dans nos cœurs, parce que dans le vrai, c'est malheureusement pas de soleil aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup, et puis on va se retrouver très prochainement dans des salons ou autres. Merci. Bonsoir, donc nous continuons cette rencontre des Gobelins dédiée aux intermédiaires des métiers d'art et du design. Et nous avons eu dans le premier intervenant un couteau suisse, si je puis dire, de ce métier. Nous avons un deuxième couteau suisse. Et ces deux couteaux suisses se distinguent par des parcours, tous venant de métiers d'apprentissage entre guillemets traditionnels, le commerce ou le droit, dans le cadre de Éric Sébastien, et après une évolution vers ce milieu passionnant. Je crois que ce qui nous rassemble quand même ici, c'est la passion de ce secteur d'activité où les personnalités et les savoir-faire sont extrêmement diverses. Alors, Éric Sébastien Forlagor, c'est, comme je disais, un parcours à la fois atypique mais très centré sur l'amour des savoir-faire et du design. Après un master en droit fondamental et européen sur la question du public religieux au XXIe siècle, il s'est tourné vers le milieu du design, des métiers d'art et de la valorisation de ses activités. Donc consultant, commissaire d'exposition, il a notamment exposé au Musée des Arts Décoratifs, où nous sommes connus d'ailleurs à cette occasion, ainsi qu'au Grand Palais. Expert sur un certain nombre de sujets, notamment pour des prix ou des résidences artistiques en France et à l'étranger. Il a également collaboré à l'écriture et à la réalisation de productions audiovisuelles sur les métiers d'art et associés. Je le laisse aujourd'hui présenter son activité qui, comme vous le verrez, est à la fois en parallèle mais aussi différent du premier intervenant, puisqu'il il promeut des réalisations et des créations, mais peut-être dans un pas de côté, puisque c'est pas une maison d'édition, pas encore, je crois, mais qui est plutôt vraiment, on peut dire, une agence de promotion. Voilà, je lui laisse la parole. Donc, tout d'abord, merci Marc de ton invitation, à Hervé Lemoine également, à participer à ces rencontres et donc à cette thématique sur les intermédiaires des métiers d'art que sont les éditeurs et les agents. Donc, pour tout te dire, quand tu nous as fait cette invitation, donc avec mon associé Julien Stribsten, cofondateur donc de Sinople, nous nous sommes posés pas mal de questions. Et la première, pourquoi nous? Puisque nous nous présentons pas vraiment en tant que ni éditeur ni agent, avec cette société que nous avons fondée ensemble en 2018, mais plutôt comme une structure aux confins du studio de création et de la galerie.
Parmi ces autres questions que nous nous sommes posées, relatives à l'intervention, était de savoir de quel type de métier d'art on pouvait parler dans ces relations entre éditeurs et agents, pour quel type de secteur, enfin qu'est-ce qu'était le métier d'agent et d'éditeur, quels étaient nos interlocuteurs en tant que professionnels également des métiers d'art, et enfin dans quel but et avec quels moyens nous allions nouer ces relations avec les artisans d'art. Donc très rapidement, avec quelques éléments de réponse vraiment très très succincts, puisqu'on a plutôt souhaité rentrer dans l'étude de ces questions par le biais de l'exemple. Tout simplement, en fait, tous les métiers d'art, si j'ose dire, sont concernés par ces relations possibles avec les éditeurs et les agents, que l'on soit artisan d'art créateur ou simplement façonnier pour produire des objets dessinés par d'autres, dans des domaines très très variés, que ce soit le design, la décoration, l'architecture, le set design, la mode, la joaillerie ou même, pourquoi pas, la gastronomie. Lorsque l'on est céramiste, on peut très bien se voir commander des plats en particulier pour des restaurateurs. Enfin, ces intermédiaires donc se positionnent entre les artisans d'art et des clients potentiels, des partenaires potentiels, et ainsi se font le porte-voix des métiers d'art, une passerelle entre différents métiers, et surtout un médiateur. Donc c'est le mot sur lequel nous avons souhaité mettre l'accent lors de cette présentation, presque au sens muséographique du terme, comme quelqu'un qui va faire œuvre de pédagogie entre un public, quel qu'il soit, collectionneur, prescripteur, architecte ou autre, qui vient rencontrer un ouvrage et personne à laquelle on va expliquer le sens d'une démarche, le sens d'une œuvre ou même le sens d'un geste, celui de l'artisan d'art. Donc d'où la thématique, le titre de cette intervention, agent éditeur, médiateur à l'œuvre. Peut-être, donc comme tu parlais de mon parcours, effectivement peut-être atypique et que je qualifierais plutôt d'autodidacte dans le domaine de la création. J'ai étudié sur la question publique du fait religieux. Je suis entré en religion dans le domaine des métiers d'art. Et donc, peut-être parler du parcours de mon associé, Julien, puisque ces deux parcours croisés ont fait que nous avons créé Sinople et a donné lieu à cette entité un peu hybride. Donc Julien avait un parcours plutôt académique dans le domaine de l'histoire de l'art et du management du luxe, et pendant 8 ans a concouru donc à la mise en place et au développement du prix pour Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main, aussi bien dans son organisation que dans l'accompagnement des lauréats. Et pour ma part, donc sans vouloir trop rentrer dans ces sujets puisque tu l'as déjà évoqué, j'avais eu un parcours plutôt sur l'innovation technologique, en Nouvelle-Aquitaine d'ailleurs. Donc le Sud-Ouest est nos points communs parmi tant d'autres, où curieusement la structure dans laquelle j'exerçais recevait énormément de métiers d'art qui étaient les entreprises en fin de compte les plus innovantes, les plus réactives en termes d'innovation. Et donc après, j'ai œuvré dans la production audiovisuelle et notamment par la suite auprès de l'Institut national des métiers d'art pour promouvoir cette création et cette innovation dans le domaine des métiers d'art. Et donc tous ces secteurs confondus, que ce soit le design, l'art contemporain et ce que nous on avait plutôt appelé craft que métier d'art, pour avoir une exception peut-être plus moderne en fait de l'idée du geste, nous a amené à créer donc Sinople en mettant en exergue ces compétences et ces envies que nous avions, qui étaient celles de promouvoir, d'exposer, de révéler, d'accompagner des talents quels qu'ils soient. Puisque chez Sinople, on ne va pas faire de distinction entre l'artiste, le designer ou l'artisan d'art, et donc également vouloir les accompagner vers le développement, les défendre dans certains de leurs intérêts, de les guider également, leur offrir un espace d'ouverture propice à l'innovation et à la création. Et donc, une fois toutes ces compétences et possibilités assemblées, se poser face à nous plusieurs possibilités, plusieurs types de métiers à exercer, donc celui d'agent, celui de galerie, celui d'éditeur, celui de conseil, celui de directeur artistique. Et puis finalement donc est venue l'idée de créer Sinople, qui a deux activités distinctes et pourtant complémentaires, celle de studio et celle de galerie. Alors je vais commencer par l'activité du studio, qui s'apparente peut-être à certains moments à l'activité d'un agent, à proprement parler, puisque ce studio de conseil est spécialisé dans le domaine des industries créatives, donc encore une fois la volonté d'intervenir dans un champ très large,
Nous intervenons auprès d'institutions culturelles, que ce soit l'Institut français, l'ambassade de France en Chine, des sites de résidence artistique, mais nous intervenons également auprès de maisons, donc de luxe, mais également aussi auprès d'ateliers et manufactures d'art pour des développements de projets artistiques. Il s'agit de produire quelque chose à vocation artistique ou tout simplement de pouvoir communiquer par le biais de la création artistique. Et donc toutes ces compétences, nous nous sommes rendus compte qu'elles étaient transférables au sein même du champ de la création auprès des artisans d'art, ce qui nous a amené à accompagner certains d'entre eux dans leur quotidien. Donc c'est en cela qu'on se rapproche du métier d'agent qui, lui, normalement, ne va exercer que cela, c'est-à-dire avoir un catalogue de créateurs au sens le plus large possible, intégrant des designers, des métiers d'art ou autres, et de les présenter en permanence à des clients qui peuvent avoir recours à leurs services. C'est pas tout à fait comme ça que nous on exerce chez Sinople, bien qu'on puisse donc faire le lien entre les deux. Donc ce statut d'agent ou ce métier va se caractériser par 4 axes de travail. Le premier va être celui de la représentation, c'est-à-dire d'intégrer un artisan d'art au sein d'un catalogue sur lequel on va communiquer via différents outils, que pourraient être donc un site internet, une newsletter, les réseaux sociaux ou autres, avec pour mission d'incarner autant que faire se peut le savoir-faire ou l'univers de l'artisan d'art, puisque là nous parlons des artisans d'art. Donc on va être un prête-nom et c'est vraiment établi sur une relation de confiance, comment dirais-je, entre l'artisan d'art et nous-mêmes pour pouvoir prendre la parole à sa place et incarner au mieux pour lui ses valeurs, son savoir-faire, son univers. Donc ensuite, nous avons un énorme travail de médiatisation qui va passer par l'extension d'un réseau commercial et l'organisation de la visibilité en fait, des projets que développent les artisans d'art avec leurs clients que nous sommes chargés de trouver, ce qui m'amène à l'axe de travail suivant qui est celui de la commercialisation, qui est celui donc d'abord de conseiller en fait, les artisans d'art sur leur positionnement artistique. Et je parle bien d'artistique, c'est-à-dire à quelle commande pouvons-nous répondre avec quel type de technique, mais également leur positionnement tarifaire. Nous sommes sur un champ très concurrentiel, il faut avoir des prix et les défendre. Et ensuite, notre rôle va être de convaincre donc, les prospects du caractère indispensable du savoir-faire des artisans que l'on défend pour une collaboration. Et enfin, un rôle non négligeable qui va être celui de la négociation. Donc la négociation, elle est évidemment commerciale, on va parler de chiffres, on va parler de clauses donc, contractuelles et commerciales, mais également défendre les intérêts de nos clients. Puisque en étant agent, les artisans d'art vont être nos clients. Donc défendre leurs intérêts, ça passe par la défense de la propriété intellectuelle, qui est souvent assez peu négligée par l'artisan d'art lui-même, mais également par rapport à certains clients. Ou même la visibilité, puisqu'à la différence des éditions du côté, beaucoup de clients occultent le nom des artisans d'art avec lesquels ils collaborent. Donc nous tenons particulièrement à ce que ces noms soient valorisés. Donc un cas très pratique qui est celui d'Émilie Moutard-Martin, donc, qui est artisan plumassière, qui a été lauréate du Grand Prix de la Ville de Paris et qui a rencontré dans son parcours quelques difficultés après avoir longtemps collaboré uniquement au domaine de la mode, de la joaillerie ou de l'horlogerie et qui souhaitait s'exprimer de façon un peu plus créative et qui souhaitait à ce que cette dimension de son travail soit plus connue et utilisée. Donc on a d'abord travaillé avec Émilie sur son identité, qu'elle soit graphique et visuelle, donc avec un studio graphique. Nous on travaille comme un chef d'orchestre dans ces cas-là, donc on va choisir un studio adapté à l'artisan en question pour revoir son image et à retravailler son positionnement, c'est-à-dire qu'on lui conseillait de poursuivre cette voie dans laquelle elle avait longtemps avancé, qui était celle des collaborations avec les maisons de luxe pour la mode, la joaillerie, l'horlogerie. Et ensuite de rendre visible un travail qui était plus innovant dans le domaine de la plume et plus artistique puisqu'elle avait mis au point de nombreuses techniques mais qui ne lui étaient pas reconnues en propre mais simplement pour ses clients ou qui n'étaient pas assez valorisées sur le plan créatif, simplement comme une technique. Donc après avoir réalisé ces travaux, on est entré en campagne, si j'ose dire, pour défendre le travail d'Émilie et ce qui nous a valu une collaboration avec la maison Boucheron Place Vendôme qui, au moment où elle a souhaité réhabiliter l'ensemble de l'hôtel particulier qu'elle habite sur la place, souhaitait également que chaque salon soit occupé par une œuvre d'art. Et donc là, nous avons été missionnés auprès de la maison pour choisir, produire et sélectionner toutes ces œuvres d'art.
Et nous leur avons suggéré une collaboration avec Émilie Moutard-Martin, puisque de nombreuses passerelles pouvaient être établies entre son travail à elle et celui de la maison. Et c'est donc là qu'entre en scène l'agent, donc est entré en scène Sinople, à la fois auprès du client et auprès d'Émilie. C'est en cela que j'insistais sur le travail de médiation, puisque nous allons nous faire interprète pour le client auprès de l'artisan d'art, autant que nous faisons l'interprète de l'artisan d'art auprès du client. Donc on va établir les briefs avec le client, en l'occurrence la maison Boucheron, qui sont ensuite transmis à Émilie. On va l'accompagner sur l'ensemble du projet pour ensuite le restituer au client et suivre l'entièreté de la production de l'œuvre jusqu'à sa livraison. Donc cela a donné lieu à une œuvre qui est donc visible aujourd'hui dans l'hôtel particulier de la maison Boucheron, qui s'intitule Silent Forest et qui est en fait entièrement constituée de plumes de paon, qui est un panneau donc en bois brûlé, selon la technique du Shusugiban, que nous avons réalisé avec l'atelier Arca, que tu connais sans doute, et donc qui était la première œuvre réalisée par Émilie en tant que telle, et non pas simplement comme une intervention d'artisan sur le dessin de quelqu'un d'autre, et qui était également la première fois qu'elle réalisait une œuvre d'une telle envergure, puisqu'elle avait l'habitude de travailler sur des tout petits formats. Par la suite, on a accompagné Émilie dans le cadre de ce qui est notre autre activité, la galerie, et ce qui nous a permis de l'accompagner sur son positionnement artistique. C'est-à-dire que cette technique de pigment de plumes de paon qu'elle avait mise au point, nous souhaitions trouver avec elle le moyen de la valoriser, ce qui a été le cas avec cette œuvre présentée lors de notre première exposition, donc Collectible Nature Acte 1, cette œuvre qui s'intitule Stratus, et donc qui reprend le travail de la plume de paon, mais cette fois-ci appliquée non pas sur du bois, mais sur du papier. Donc voilà plus en détail ce que rend la plume de paon travaillée par Émilie, puisqu'elle va décomposer l'entièreté d'une plume de paon pour venir identifier certains éléments qui renvoient différentes couleurs. Elle l'utilise comme une palette pour ensuite composer ses dessins. Utilisant la galerie comme un vecteur de visibilité pour ces artisans que nous représentons, ce même client qui nous avait précédemment passé commande est revenu, a été très séduit par cette œuvre dans le cadre d'une nouvelle commande pour l'inauguration d'une boutique à Pékin, puisqu'en fait cette œuvre qu'Émilie avait créée pour cette exposition avait été inspirée de nos retours de voyage en Chine, où nous étions partis donc pour l'ambassade de France en mission là-bas, où nous avions constaté la similarité de couleurs entre la plume de paon et le travail des estampes chinoises, entre ce bleu et vert qui se confondent. Et donc, c'est ainsi que cette œuvre est née et a inspiré donc l'œuvre suivante, qui s'intitule Première brume, et qui a été signée donc pour la maison Boucheron, où donc, voyant l'œuvre dans la galerie, la maison a eu l'idée de faire appel une nouvelle fois à Émilie pour installer une œuvre dans cette nouvelle boutique, donc qui se situe dans un centre commercial qui s'appelle Escapi, où là encore une fois, nous sommes entrés dans de longs échanges et donc une médiation entre Émilie et la maison pour arriver à cette interprétation occidentale et contemporaine d'une estampe chinoise, puisqu'ici, nous sommes sur un papier aquarellé à l'encre de Chine qui donne l'illusion de ce ciel et ces nuages, sur lequel ensuite Émilie est venue appliquer ces pigments de plumes de paon pour recréer ce paysage qui traditionnellement représente des montagnes chinoises noyées dans les nuages. Donc voilà comment est-ce qu'on va travailler avec les artisans d'art dans ce rôle qui pourrait s'apparenter à celui d'agent et qui vient se compléter par des présentations des travaux des artisans d'art dans la galerie comme outil de visibilité pour séduire de nouveaux clients. Et une galerie qui, une nouvelle fois, est un peu particulière, puisqu'à la différence d'autres galeries, nous n'avons pas de lieu physique, c'est un choix. Nous n'avons pas de calendrier prédéfini. On est dans le slow made le plus absolu, c'est-à-dire qu'on intervient quand on en a la possibilité et surtout l'envie. Donc c'est une galerie nomade et en ligne, ça a deux choix très, très spécifiques et stratégiques. Une galerie qui présente indifféremment de l'art contemporain, du design et des métiers d'art, sans hiérarchie aucune, et qui intervient simplement selon des chapitres curatoriaux. Donc on a mis en place des systèmes de thématiques de travail, un peu comme les éditions du Côté, et nous invitons donc de multiples créateurs à intervenir lors de ces présentations.
Donc, nous présentons des artistes, aussi bien que des designers comme des artisans d'art, comme je vous l'ai expliqué, en sélectionnant des œuvres qui existent déjà et qui correspondent à la thématique en question, ou tout simplement en invitant à créer spécifiquement pour ces expositions, et ce qui là nous amène au rôle d'éditeur. Donc là, je vais vous passer quelques images en fait de la dernière exposition que nous avons présentée depuis le 15 octobre et jusqu'au 30 décembre à Paris, donc qui s'intitulait Paysages intérieurs et qui était le second volet du chapitre de travail Collectible Nature, et qui cette fois-ci s'intéressait à la question du paysage et comment est-ce que des artistes au sens le plus large, pouvaient intégrer le paysage dans leur démarche et le restituer sous forme d'œuvres ou d'objets d'art. Donc à la différence, encore une fois, des éditions du côté, nous, on ne va pas chercher à développer des objets nécessairement fonctionnels, on va vraiment s'intéresser à une démarche très créative qui va du fonctionnel au non fonctionnel. Donc ici, quelques travaux de Charlotte Charbonnel du studio Corkino, donc qui nous est commun aussi aux éditions du côté, tout en sachant que la plupart des personnes que l'on présente ont un intérêt très prononcé pour la fabrication elle-même et pour les matières. C'est vraiment le dénominateur commun avec Sinope. Donc ici, des coupes en liège, ici tout simplement des assiettes, donc on est clairement sur du fonctionnel, de la photographie, de la sculpture, ni plus ni moins. Ici, de la sculpture également, mais avec une technique artisanale, c'est de la vannerie d'osier, donc, qui est réalisée dans le sud-ouest par Lozre Lille, Corentin Laval et Karen Gossard. Ici, une œuvre qui est dérivée d'une technique ni plus ni moins artisanale, donc une designer textile, Marion Chopineau, donc qui développe ses œuvres qui sont ni plus ni moins que des pots sculptés. Un travail également artistique, mais à partir de techniques artisanales de laque japonaise, de la laque urushi. Il s'agit du travail de Martine Ray. Toujours un travail de design avec le travail du studio Corkino, donc il s'agit de valorisation de matières, de rebut de production industrielle, puisque ce sont des pierres qui sont réagglomérées pour ensuite être retravaillées selon des techniques de taille de pierre. Ici de la photographie encore une fois, un travail de marqueterie de pierre mais réalisé par un artiste, Olivier Sévère, de la céramique par Sylvain Rieux-Piquet, et du dessin par François Réau. Et quand je vous expliquais que ce travail de galerie, qui simplement consiste au départ à un travail de curation sur des œuvres déjà existantes, nous amène à éditer des objets qui là pour le coup sont la plupart fonctionnels ou pas d'ailleurs, mais donc ces éditions fonctionnent non pas seulement sur du commissionnement, mais sont des invitations simplement parfois, puisqu'ici avec l'atelier Polyèdre, notre collaboration s'est résumée à une explication de ce que nous entendions par paysage intérieur, de la façon dont nous souhaitions le présenter. Et eux sont revenus avec 2 propositions, sachant que Polyèdre a cette particularité, comme au même titre que chez Sinope, nous sommes un peu hybrides dans notre activité, eux aussi, ils le sont puisqu'on les place souvent aux confins de l'art, du design et des métiers d'art. Ils pensent, fabriquent eux-mêmes leurs pièces, parfois des installations, comme on a pu le voir à l'abbaye de Fontevraud. Ici, ils sont revenus vers nous, après avoir parlé de paysage intérieur, avec 2 propositions, donc, qui étaient bassins composés à fleur d'eau, qui sont des ensembles de vases, en fait, donc qui ont une vraie fonctionnalité, parfois très complexe, et qui déplacent la pièce vers le sculptural, et qui sont donc des éditions exclusives pour Sinope. Donc là, le simple travail de médiation s'est fait sur la présentation d'une thématique de travail à laquelle ont librement répondu ces artisans d'art, designers ou artistes, et que nous avons ni plus ni moins accepté tant la proposition était éloquente par rapport à ce que nous attendions d'eux. Encore une fois, là, donc une édition, alors là on quitte le domaine du fonctionnel puisque c'est une édition d'art, mais qui a mis en œuvre donc, une collaboration entre un élève de maître d'art carrossier et une artiste pour qu'ils mettent au point en fait, cette technique qui permet de générer l'empreinte d'une fougère, d'une réelle fougère, dans une plaque d'aluminium.
Donc là, ce sont des éditions dans la mesure où ce sont des pièces extrêmement limitées et qui sont exclusives à Sinople. Donc là, encore une fois, une édition qui est une œuvre d'art, mais sur le principe de ce que nous appelons la série ouverte, c'est-à-dire que certains artistes vont imaginer un principe créatif et venir régulièrement avec de nouvelles pièces, à chaque fois uniques en l'occurrence. Donc là, l'âme, le travail d'Olivier Sévère, qui s'inspire beaucoup de la technique qu'on appelle du livre ouvert dans les arts décoratifs et qui consiste à appliquer du marbre selon un axe de symétrie verticale, de sorte à créer l'illusion de symétrie. Et enfin, deux exemples qui relèveraient un peu plus de ce que fait Marc-Alexandre pour les éditions du côté dans la thématique de l'édition, à la différence que pour ces deux projets-là, nous ne travaillons pas réellement d'abord avec des créatifs au sens pur, tels que des artistes ou des designers, pour lesquels nous chercherions des métiers d'art pour réaliser des pièces. Nous sommes, pour ces deux projets-là, partis, et c'est une des caractéristiques de Sinople, des techniques. C'est-à-dire que nous avons identifié deux artisans d'art ou ateliers d'art avec lesquels nous souhaitions collaborer, qui avaient émis le souhait de collaborer avec nous. Et il s'agissait de trouver le bon tempo et le bon process pour arriver à une création spécifique. Donc ici, le projet de Atelier Chattersen avec Hugo Haas Studio, et ici le projet d'Atelier Alba, qui est un atelier de marqueterie d'art. Donc pour développer un peu plus sur ces projets, je vais commencer par l'atelier Alba, donc qui nous a d'abord sollicité au titre du studio pour les accompagner sur la création de leur studio et l'identité visuelle et le positionnement. Donc qui est atelier Alba et le mariage, si j'ose dire, de Célia Suzanne et Erwan Larbre. Lui est donc meilleur ouvrier de France en marqueterie, et Célia, elle, est plutôt orientée sur la marqueterie de paille, mais tous deux se caractérisaient par l'envie d'innover, encore une fois en hybridant la marqueterie de paille autour de nouveaux matériaux, comme le crin, la dorure ou le cuir. Et donc, quand ils sont venus nous voir, on s'est dit, mais pourquoi pas collaborer et profiter de cet instant de création qu'offrait la galerie pour pouvoir donc éditer ensemble de nouvelles pièces. Donc, ce qui nous a amené à réinterpréter un paravent traditionnel japonais, donc qui s'intitule le byopu, et qui est donc un paravent apposé. C'est pas du tout un paravent tel que nous on le conçoit en Occident, comme une séparation à très grande taille. Ici, c'est vraiment un petit objet qui mesure 60 cm de haut et que l'on va poser sur un meuble et qui habituellement a une vocation rituelle. Et donc l'idée ici était puisqu'il s'agit d'une co-création avec Sinople, de trouver un objet qui permettait de valoriser la technique de l'artisan, de valoriser les matériaux, mais dans un objet qui soit à la fois sculptural, voire fonctionnel ou pas. Et donc, Résilience est née de cette envie de montrer la beauté du matériau, ici du bois, donc, qui sur une face permet de voir un ébène de Macassar, et sur l'autre face, de montrer on va dire le génie technique de cet atelier, qui a réalisé un motif propre au bois, à savoir les cernes que l'on peut trouver quand on coupe un arbre. En fait, on voit des anneaux qui sont les cernes, et donc qui sont reproduites ici en marqueterie de papier et de parchemin. Donc qui sont parfaitement mis à niveau. C'est un travail d'une très très grande précision, d'une très grande exécution, mais qui mêle aussi des techniques plus contemporaines qui sont les découpes laser, les fichiers numériques ou autres. Donc là encore une fois, la question d'innover se posait également par le biais du numérique. Donc deux éditions différentes où ici le motif en fait que l'on voit sur l'envers, donc avec la marqueterie de parchemin et de papier, n'est qu'en fait une reproduction pour partie du motif généré par la loupe de Boulot. Et en fait, pour vous dire, dans ces projets de médiation, encore une fois, puisqu'il y a vraiment un dialogue qui s'instaure entre nous, et on va essayer de discuter le plus longtemps possible pour arriver à une création qui nous satisfasse l'un et l'autre, on a posé pas mal quand même de contraintes à cet atelier, dont la première qui était de surtout pas de vernis, pas de cire, rien de tout ça. Et donc là, on nous a regardé avec des yeux totalement écarquillés, puisque meilleur ouvrier de France, donc on est dans une application des techniques très très académiques. Et en fait, on leur a expliqué pourquoi on voulait pas ça, et on s'est entendu là-dessus, et ce qui les a amenés vers d'autres choses. C'est-à-dire que l'atelier travaillait aussi sur la question de la lumière dans les matériaux, c'est assez omniprésent dans leur process de création, et on s'est rendu compte que la loupe de Boulot générait très naturellement une forme d'iridescence de côté nacré que l'on perdait totalement si on venait cirer ou vernir le bois. Donc là, ça a été une des premières choses que nous on a un peu imposé, et sur laquelle donc ils ont accepté de travailler.
Donc, ce qui nous a amené quand même à développer la technique pour pouvoir poncer le plus possible la pièce et de façon très naturelle pour qu'elle sonne parfaitement lisse et qu'elle n'ait aucune aspérité. Donc là, encore une fois, ça montre la dextérité technique de l'atelier de façon assez éloquente. Et ensuite, donc, le travail sur les charnières était une nouveauté pour eux puisqu'ils ont travaillé tantôt sur des charnières en cuir, tantôt sur des charnières en papier. Donc voilà comment à travers une création, une édition pour la galerie et ce jeu de médiation entre les possibilités techniques et les créatives d'un atelier, on arrive à générer une capacité d'innovation dans ce même atelier. Donc une autre édition propre à Sinople. Donc celle-ci est aussi particulière puisque en fait donc Arnaud Mendardi, qui dirige l'atelier Chattersen, avait exprimé depuis nombreuses années le souhait de collaborer avec nous. On avait exprimé ce souhait réciproque, mais notre côté très slow made nous a amené à prendre énormément notre temps puisqu'on lui avait toujours dit qu'on voulait trouver le bon projet. Et là, le bon projet est arrivé avec Hugo Haas, donc, qui est l'architecte qui nous a accompagnés sur la scénarisation de l'exposition Paysage intérieur. Et Hugo, donc, qui était cofondateur du collectif SIGU, donc, qui est un collectif relativement connu en termes d'architecture, et notamment pour sa capacité à eux-mêmes produire leurs pièces, qu'ils intégraient dans les décors qu'ils signaient. Donc c'est ce qui nous a intéressé d'abord dans le fait de collaborer avec Hugo, c'était cette propension à comprendre le geste, puisque lui-même pratiquait et fabriquait des pièces. Et donc nous avions appris que Hugo quittait SIGU pour fonder son propre cabinet d'architecte, son propre studio, qui s'orientait sur les relations entre art, architecture et nature. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Et donc nous l'avons sollicité et il a tout de suite accepté de collaborer avec nous, surtout que nous lui fixions un objectif qui était celui de produire le moins de matériel de scénographie en MDF possible, en jouant d'un jeu très simple, qui était celui de produire du mobilier, qu'ensuite nous allions éditer et commercialiser. Et donc c'est le défi qu'il a accepté malgré le contexte actuel qui a rendu très compliqué ces éditions, et il l'a accepté d'autant plus qu'on lui a présenté un métier assez atypique qui était celui de feuillardier, donc qui est un métier très ancien, très local pour le coup, très traditionnel, qui consistait tout simplement à aller couper des branches de châtaignier parfaitement droites dans la forêt pour en fabriquer soit des objets de type panier, soit des cerclages pour la tonnellerie, soit du mobilier, principalement des sièges qui sont assez classiques et assez connus. En fait, certains sont même exposés au musée des arts décoratifs. Et pour dire que la technique est assez ancienne et quand même très pratique, puisque Tonnet en fait s'est inspiré de cette technique pour fabriquer son mobilier, puisqu'en fait on peut cintrer ce qu'on appelle les gaules de châtaignier en les passant à l'étuffe. Donc c'est cette même technique qui lui a permis de développer son mobilier. Donc il y avait un côté très rustique, presque prêt à l'emploi dans ce travail du feuillardier. Donc pour nous il a fallu se poser comme interprète du travail d'Arnaud Menardi, donc le feuillardier, pour le faire comprendre à Hugo pour qu'il l'assimile, et ensuite donc on l'a envoyé à l'atelier, si j'ose dire. Et donc là ça a été 2 jours absolument passionnants pour eux, puisqu'ils se sont complètement retrouvés dans la démarche, et que donc cette table est l'objet d'une création à 4 mains, puisque aussi bien l'architecte que l'artisan ont participé à sa fabrication. Donc on avait fixé quelques contraintes aux deux pour la fabrication de cette pièce, tout en sachant ce que l'on faisait, de sorte à ce que cela génère encore une fois une capacité d'innovation pour l'un et l'autre. Donc la table en l'occurrence a été développée avec la contrainte que nous leur avons fixée d'utiliser les branches les plus fines possibles, car nous étions persuadés que c'était celles qui leur permettaient d'amener le plus de modernité dans l'ensemble. Sauf que cela a engendré de nombreux problèmes techniques qu'il a fallu résoudre à distance puis sur place. Donc, puisque le piétement de la table que vous voyez là ne pèse que 5 kg. Donc tellement elle est fine, et tellement en fait Hugo avait pour envie d'économiser les ressources. Donc c'était dans cette volonté d'économie écologique, d'économiser les ressources et le temps de travail de l'artisan pour retrouver cet esprit de prêt à l'emploi, de kit et de rusticité propre au mobilier en châtaignier. Et donc il fallait contrebalancer l'ensemble en termes de poids pour la stabilité, ce qui a été fait avec un plateau en acier. Donc là on a amené une rusticité industrielle, c'est un plateau en acier bleui
et dont la caractéristique du motif est de générer ces formes de veinage ou de mouchetage et de couleurs presque bleues que l'on retrouve souvent dans le châtaignier, qui n'est pas totalement noir, mais qui est presque bleu parfois, moucheté et veiné. Et donc là, c'est le début d'une collaboration un peu folle, puisque ça y est, ils sont partis à l'idée de poursuivre la collaboration. Donc encore une fois, comment est-ce qu'on a fait œuvre de médiation pour amener un architecte qui ne connaissait pas ce métier-là, qui n'en connaissait pas les moindres ressorts techniques, à développer un projet et vouloir poursuivre par la suite sa collaboration. Donc la médiation ici en tant que galerie éditrice, galerie éditeur, va se jouer au moment de la commande pour nous, donc quand on va poser non pas un brief créatif mais une invitation à des créateurs comme on l'a fait avec Atelier Polyèdre, mais aussi au moment de la création, puisque parfois il est difficile, tu le disais très bien, les artisans d'art parfois et les créateurs ne parlent pas le même langage, ni technique ni créatif, donc c'est pour nous aussi ce rôle d'intermédiaire, de tampon entre les deux, d'adopter le langage de l'un et de l'autre pour faire comprendre ce qu'il est possible de faire ou pas. Donc ça va être pour nous la difficulté, on va dire, de définir des champs de création et d'innovation possibles, et donc de jouer ce rôle d'interprète au moment de la commande, de la création et de la production. Et ensuite, un rôle important de médiation, et qui tient à ce que Julien a exercé comme métier auparavant, et moi-même, notamment à l'occasion des expositions que j'ai réalisées pour l'Institut national des métiers d'art ou l'Institut français. Ce rôle de médiation, il passe par la pédagogie. Et que l'on soit agent ou éditeur, et je pense que Marc-Alexandre ne me contredira pas, il y a une pédagogie très importante à faire auprès du public, qui ne connaît pas nécessairement toujours les matériaux, qui les a longtemps oubliés, qui ne connaît pas forcément les techniques. Et donc c'est ce travail énorme que nous permet de faire, non pas le rôle d'éditeur, mais plutôt celui de galerie, puisque je pense que quand les gens viennent en galerie, ils sont plus prompts à écouter ce genre de choses. On prend plus le temps, ils viennent un peu comme un musée, même si on est un espace commercial, on ne s'en cache pas. Ils prennent plus le temps d'écouter ce qu'on a à leur raconter. Et donc c'est là que nous, on va jouer ce rôle de médiateur, qui est celui, encore une fois, de prendre la parole à la place des artisans d'art, puisque on est là pour parler des artisans d'art. Donc que ce soit d'ailleurs avec ce rôle de pédagogie et de médiatisation, qu'on le fait auprès du grand public, on va le faire aussi auprès des collectionneurs, parce qu'ils sont très friands de ces histoires-là, mais également avec la presse, donc puisqu'elle ne connaît pas toujours non plus tous ces métiers-là, donc il y a un gros travail à faire. Et avec les prescripteurs, donc puisque là on en revient à notre métier d'agent, comme je vous l'ai expliqué, en fait la galerie est un moyen pour nous de faire connaître les métiers avec lesquels on travaille. Donc ce rôle de médiateur va être celui de décrire, d'expliquer et surtout de séduire, ni plus ni moins. Merci beaucoup Éric Sébastien. En fait, tu posais la question au début, pourquoi tu étais invité. Peut-être que là, tu auras compris, c'est qu'en fait, vous faites le même métier, mais sous deux angles, deux aspects différents. Et c'était ça qui me semble intéressant. Si j'avais invité deux personnes qui faisaient exactement la même chose, on n'aurait eu pas tout à fait le même intérêt. Et ce qui montre bien, c'est que cette question de la médiation, elle est essentielle, dans les musées, mais aussi dans d'autres corps de métier, et essentielle parce qu'elle permet des jonctions qui sont pas évidente, surtout dans une nouvelle culture, ce que j'appelle moi la culture du réel, parce que le designer, le métier d'art, il nous réapprend le réel. On n'est plus uniquement dans le concept ou dans l'idée, on est dans comment on fait, avec quoi, avec quel type de matériaux, et notamment la redécouverte de son environnement proche, de ce qui nous touche le plus à courte distance. Donc merci beaucoup pour à la fois ces deux portraits et ces deux manières de voir le métier. Moi j'avais une question peut-être plus particulière que j'aurais pu poser aussi à Marc-Alexandre, c'est comment fait un jeune pour vous contacter, parce qu'on voit bien que arrivent sur le marché des jeunes ou un peu moins jeunes, des gens qui ont un savoir-faire, qui ont été très bien formés ou qui font tout leur possible pour bien se former à leur métier, mais qui malheureusement ne sont pas nécessairement formés à la commercialisation, à l'édition, au marketing. Et comment il fait? Il toc toc toc, coucou, je suis un tel. Ça se passe souvent comme ça. Est-ce qu'on peut vous en envoyer? Est-ce qu'on peut en envoyer? Oui, bien sûr, toujours avec plaisir. On étudie toute possibilité de collaboration. On n'est pas du tout fermé chez Sinople. Non, en fait, ça fonctionne de deux manières. Il nous arrive de démarcher des gens, ni plus ni moins, parce qu'il y a
des univers, des travaux qui nous séduisent, et en particulier pour la galerie. Donc là, évidemment, on tape à la porte des artistes, designers, artisans d'art, tel qu'on l'entend. Et ensuite, parce qu'avec Julien, depuis des années, on réalise ce travail de sourcing, ni plus ni moins. Donc nous allons taper à la porte, soit que l'univers nous plaît, soit que la technique nous plaît, soit que la capacité d'innovation d'un atelier va nous plaire, parce que là, je vais me concentrer que sur les ateliers d'art. La capacité d'innovation de l'atelier va vraiment nous plaire, et qu'on décèle dans une technique la possibilité d'aller plus loin. Donc ça, c'est quand nous, on y va. Et ensuite, effectivement, il arrive que des gens nous sollicitent en direct. Ils le font soit par mail, ni plus ni moins, soit à l'occasion de possibilités de rencontres, dans un temps où on pouvait encore se rencontrer. Ça va revenir. Mais ça va revenir. Ça existait. Et on le voit notamment lors de nos expositions. Il y a des gens tout simplement qui viennent parce qu'ils ont vu notre travail, notre univers, ils s'y retrouvent. Et c'est ça aussi, quand je parle de médiation, il y a des relations qui s'instaurent, comme le disait Marc-Alexandre, sur des relations de confiance, des relations très personnelles. Et je pense que quand quelqu'un souhaite être représenté, que ce soit par le côté agent ou galerie, il faut qu'il se retrouve dans l'univers, ni plus ni moins que de la personne qui va mener ce travail-là. Et donc, oui, effectivement, les gens tapent à la porte, soit à l'occasion d'expositions. Ça a été le cas avec Marion Chopineau, par exemple, qui est venue nous voir l'année dernière. Il nous a dit « j'ai vraiment envie de travailler avec vous ». Donc nous, on a mis le temps. On prend le temps toujours pour se décider. Mais on s'est décidé, on a dit oui, on fonce. Et ensuite, tout simplement par mail. Parfois, on reçoit des candidatures, des PDF. Donc, comme tu le disais, en fait, je pense qu'ils sont formés aujourd'hui de plus en plus à l'idée de la création. Ça, c'est une chose est certaine dans les écoles particulièrement des métiers d'art, ils sont formés à ça. Ils ne sont pas encore tout à fait formés à l'écosystème, que ce soit la commercialisation, ni même parfois le rôle d'un agent, ni le rôle d'un galeriste. Mais on se rend vraiment compte, là, depuis 2 ans qu'on a créé la structure, qu'il y a de grandes confusions sur le rôle des uns et des autres. Et j'aurais pu le préciser, te dire par exemple qu'un agent, c'est pas un assistant administratif, c'est pas un secrétaire. Ça peut arriver parfois que les gens imaginent ce genre de choses. Mais donc effectivement, ils viennent parce qu'ils ont cette curiosité-là et qu'ils se rendent compte qu'aujourd'hui, quand on veut vraiment être en total accord avec soi-même dans l'atelier, dans la création, il faut savoir déléguer et il faut trouver la bonne personne à qui déléguer ces métiers-là. Donc c'est comme ça que ça se passe. Mais je pense que les rencontres comme ici ou d'autres personnes, je pense aux ateliers de Paris ou à plein d'autres institutions qui font ce travail-là pour expliquer quels sont nos métiers, quel rôle on peut avoir en fait. Et tu es un adepte du slow made, je t'en remercie, mais plus largement un adepte du temps. Ce qui me vient à l'esprit, c'est comment, j'aurais pu la poser aussi à Marc-Alexandre, comment gérer la maturation d'un projet. C'est-à-dire qu'on est tous témoins de projets, soit de jeunes projets, soit de jeunes en termes d'âge, soit jeunes en termes de nouveauté. Et on se rend compte que soit il n'est pas mature, donc la maturation est un investissement sur le temps, et c'est toujours difficile de dire à un designer ou un métier d'art, on ne peut pas lui dire t'es pas mature. C'est compliqué. Dans le sens, ton projet n'est pas en maturation, ça ne veut pas dire que tu es un idiot, un écervelé, mais et en fait, ces métiers-là, et même du côté acteur public, c'est savoir détecter la bonne graine et lui donner le temps de maturer. Et c'est un des aspects du métier en fait qui n'est pas évoqué, mais qui me semble essentiel. C'est-à-dire qu'on jette des ponts, ça marche pas. Alors c'est vrai que dans le secteur public, on n'a pas un taux de rentabilité, on ne cherche pas la rentabilité immédiate, et on a cette chance. Mais vous aussi, voilà. Comment ça se passe, cette idée de maturation Alors, comme tu disais, nous sommes des entrepreneurs, on prend des risques, donc on va prendre des risques sur des projets, on peut se tromper, ça peut arriver parce qu'on croit beaucoup, parce que ça tient aussi beaucoup à l'humain, donc on va être face à des gens qui, tombent amoureux, si j'ose dire, de leur travail, mais aussi de la personne, et donc on va foncer, on peut se tromper, ça peut arriver, voilà. Je pense que, peut-être que Marc-Alexandre dirait la même chose que moi, mais déjà il y a l'instinct. Ni plus ni moins. Nous, voilà, on a quelques années d'expérience derrière nous, si je dire, avec Julien. Donc, cumuler nos années d'expérience, presque 30 ans, ça va. On commence à comprendre un peu la maturité des projets et des gens à qui on a affaire.
Les indicateurs aujourd'hui pour nous, parce que ça nous est arrivé de nous tromper encore récemment, donc c'est aussi de tester, c'est de savoir vraiment de quoi ont envie les personnes, qu'est-ce qu'ils attendent de nous. Donc aujourd'hui on passe vraiment par ce travail un peu d'enquête et du temps qu'on se laisse l'un et l'autre pour nous comprendre, nous entendre. Donc quand je parlais par exemple tout à l'heure de Marion Chopineau, voilà, elle est venue nous voir, c'était en septembre 2019, on a pu faire cette exposition que là en octobre parce que la Covid est passée par là, elle aurait dû avoir lieu en mars. Et en fait, on a mis le temps parce qu'on se disait, mais le public est-il prêt à recevoir ce travail-là, qui est sur de la fourrure, donc dans un contexte compliqué, dans les relations homme-animal. Donc nous, il a fallu faire œuvre de médiation et pédagogie. Donc, en fait, le projet était totalement mûr parce qu'elle était arrivée avec un projet qui se tenait. C'est-à-dire qu'intellectuellement, on n'était pas juste face à quelqu'un qui avait trouvé une technique formidable pour couper un peu dans la fourrure des jolis motifs et ça s'arrêtait là. Non, tout était entièrement pensé et la démarche était aboutie. Donc quand nous, on voit ce genre de profil arriver, on n'a aucune hésitation. Après, sur des personnes un peu plus jeunes qui mettent au point des projets innovants, on prend le temps d'échanger en fait. Je crois que c'est ça le secret, c'est qu'on prend le temps d'échanger assez régulièrement, de les voir évoluer et de se dire en fait, nous maintenant, on sent qu'on peut amener quelque chose. Parce que le degré de maturation, il est d'un côté comme de l'autre. Oui, nous, on n'est pas là non plus pour juger quelqu'un. Il y a des gens à qui on peut dire non et qui vont finalement se débrouiller très bien tout seuls et faire leur route, tracer leur voie, mais qui pourraient être différentes si on travaillait ensemble. Et je crois que, en fait, quand certains jeunes viennent nous voir, c'est qu'ils attendent ça aussi, c'est ce regard critique parfois qui est assez acerbe chez Sinop de temps en temps, de dire écoute, voilà, le projet il est hyper intéressant, mais est-ce qu'on est là quand même pour parler de commercialisation, de rencontre avec un public? Est-ce que tu sens que d'un point de vue commercial ça vaut le coup? Est-ce que d'un point de vue création il n'y a pas des concurrents qui sont placés à des prix largement inférieurs? Qu'est-ce que tu as à raconter? Est-ce qu'on ne peut pas le pousser plus loin? Donc voilà, et on teste un petit peu les gens dans leurs limites par ce biais d'enquête, et si ça marche, tant mieux, s'ils acceptent ce temps long, parce que je reviens à ça, tu parlais du temps. Et nous, c'est quelque chose qu'on cultive de plus en plus, le temps long, entre les expositions, dans les collaborations. Et c'est ça, en fait, le secret de la réussite et de la maturation. Même pour eux, en fait, on est dans une période où tout doit être immédiat, très rapide, de par les réseaux sociaux. Il faut être hyper réactif, on poste, il faut 500 likes, trouver une collaboration dans la semaine. Tout ça, c'est pas possible dans le domaine des métiers d'art. Tu es mieux placé que moi pour le savoir. Ça fait des années qu'on le défend. Et donc, je crois que c'est aussi notre rôle, en tant qu'intermédiaire des métiers d'art, de se placer dans cette même situation et de l'imposer aussi à nos clients parfois. Moi, je le vois avec certains clients qui sont là, allez hop, on veut commander ça, on veut cette œuvre-là, il faut tant de temps. Alors, je prends l'exemple d'Émilie, c'est très très long à faire ce qu'elle fait. Elle décompose entièrement une à une les plumes de pan pour créer ses pigments. Donc, on peut imaginer parfois qu'il y a 2 mois juste de préparation avant la fabrication de l'œuvre. Donc, nous, on est obligé d'expliquer ça. Et donc, on se place nous-mêmes dans cette idée de temps long, y compris dans nos rapports avec les gens. Donc autant quand on a créé Sinop, on pouvait être très rapide, très impulsif. Maintenant, on prend un peu plus le temps. Et je crois que c'est ce temps-là qu'on s'accorde les uns avec les autres qui fait que... Alors, j'ai utilisé le micro. Parce que oui, j'étais bien. Oui, non, merci. Et à côté de ce terme de maturité, maturation, je préfère maturation que maturité, parce qu'on a l'impression que maturité, c'est derrière, la contrepartie, c'est immature. Et c'est un mot un peu faux, attendu que maturation, ça donne bien l'idée du temps. Est-ce que l'autre terme aussi aux 2 parcours, à vos 2 parcours, c'est pas la notion de cohérence? C'est-à-dire qu'on se rend compte que, en tout cas moi, quand j'étais dernièrement encore dans un jury d'ENMAD à l'école Boulle, et en fait, les projets les mieux réussis, c'est ceux qui sont une vraie cohérence entre... Et c'est très difficile. Alors quand on est 40 ans, 50 ans, c'est plus facile d'être cohérent en fait, ou incohérent. Quand on a 20 ans, la notion de cohérence et à détecter est beaucoup plus compliquée parce que c'est des parcours évidemment plus courts, mais aussi où la recherche de cheminement multinodal, multiperspective est très forte, et trouver, constituer et construire une cohérence pour ceux qui sont en face, c'est-à-dire des intermédiaires ou des gens, des décideurs publics comme moi ou autres. En fait, je me dis de plus en plus, c'est très important, et la cohérence ne veut pas dire la rupture, hein. C'est-à-dire parce qu'il peut y avoir une rupture cohérente. Enfin voilà, est-ce que ces métiers d'intermédiaire, c'est pas à la fois créer de la maturation à différents degrés, mais aussi créer des parcours de cohérence qui vont faire qu'un projet va être réussi, et un projet réussi, c'est lorsque l'offre et la demande est en perspective, quoi. Elle est là.
Si, c'est exactement notre rôle. Alors, bon, par rapport à la cohérence des projets que l'on peut recevoir ou observer, ce que tu disais, je pense qu'il n'y a pas de question d'âge. La seule différence va être dans la capacité à formaliser cette cohérence. C'est-à-dire que quelques créatif qu'il soit, qui va se présenter à nous, quand il a un certain âge, on sait qu'il est plus à même de parler de ce qu'il fait puisqu'il a du recul. Certains jeunes créateurs qui ont une vingtaine d'années, voire un peu plus, auront un peu plus de difficultés. Pour autant, le travail va être extrêmement cohérent et c'est là notre rôle en fait, puisque depuis des années avec Julien on fait ça, que ce soit aujourd'hui pour Synop ou avant nos différentes activités, c'était de créer cette cohérence. C'est ce qu'on fait quand on fait de la curation pour un client, pour nous ou autre, c'est de créer cette cohérence-là. Donc effectivement, nous, notre rôle, ça va être de créer de la cohérence, mais à la fois en termes d'image, à la fois en termes de mots qu'on pose sur une activité et en termes de projet. Très souvent, on dit à des gens avec qui on collabore, n'y va pas. Et ils sont complètement effarés parce qu'ils disent, on vous paye un petit peu pour trouver des projets. Et on dit oui, mais n'y va pas parce que ce n'est pas cohérent dans le parcours que toi, tu veux avoir. Donc, on est encore une fois à l'écoute de leur parcours. Et si ce n'est pas cohérent dans leur parcours, on dit n'y va pas. Donc, voilà, effectivement, cette idée de cohérence, c'est notre rôle. D'ailleurs, c'est le rôle de l'éditeur. Enfin, Marc-Alexandre, voilà, c'est le rôle de chef d'orchestre, c'est d'assurer la cohérence. Comme nous, on peut le faire. Voilà, si je prends, tu vois, si on cherche à illustrer ce que tu me demandais là, Marion Chopineau, encore une fois, c'était extrêmement cohérent. Quand je parlais de travail de fourrure, de sculpture sur des peaux, là où c'était touchy, pas politiquement correct par rapport aujourd'hui à la question de l'élevage, de la protection animale, en fait on est tombé face à un projet cohérent parce que la démarche artistique était celle du rapport homme-animal qui est ancestral. Elle l'a fait à partir de fourrure, tel que le faisait l'homme préhistorique, avec des motifs qui relèvent de l'art pariétal et rupestre, donc encore une fois de cette relation ancestrale, sur des peaux qui sont des peaux de chevaux, de Przewalski, donc le cheval préhistorique qui existe encore en Mongolie, et tout cela a été fait sur des peaux qui sont de la revalorisation de déchets alimentaires. Donc quand on est face à un tel projet, on ne peut que le défendre. En revanche, sur d'autres projets, et ça a été notre rôle avec Atelier Alba sur Résilience, donc ces petits paravents, c'était nous d'amener la cohérence. Et eux étant très jeunes, ne formalisaient pas nécessairement quel était leur projet, qui était de travailler sur des matériaux, tous aussi singuliers, de les relier par la technique qu'ils avaient apprise, à savoir celle de la marqueterie, avec pour arrière-fond toujours un jeu sur la lumière. Et donc c'est comme ça qu'on a travaillé, nous, en éditant cet objet qui est tracé tout simplement le parcours et la création très cohérente de ces deux jeunes personnes, mais qui, encore une fois, ne pouvaient pas mettre de mots dessus, parce qu'ils étaient peut-être encore un peu jeunes. Merci, mais je vais peut-être passer, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle nombreuses. Oui, juste pour rebondir sur la question du temps long et de la cohérence. Effectivement, c'est très lié. Je pense que d'abord, la cohérence est le résultat de l'alignement personnel, comme on en a parlé, mais que le travail d'édition ou de médiation en général, c'est justement travailler avec un éditeur ou un médiateur en général, c'est commencer à chercher. C'est pas un aboutissement. Et c'est commencer à chercher ensemble justement la cohérence d'un univers artistique avec un brief et des contraintes. Et donc forcément ça prend du temps et c'est le début d'un processus. Voilà. Par ailleurs, moi, j'avais une question effectivement qui était plus liée à l'aspect commercial et notamment celui du rôle des prescripteurs pour aborder des clients aussi divers que des particuliers, collectionneurs ou pas, et des marques de l'autre côté. Est-ce que pour vous le prescripteur est une clé d'entrée sur ces marchés ou est-ce que ça n'est qu'une possibilité? C'est une possibilité, mais de plus en plus récurrente. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'est rendu compte depuis quelques années sur le marché de l'art, et c'est en cela qu'on est peut-être un peu aussi atypique par rapport aux autres galeries qui sont sur la place de Paris, très catégorisées sur le design art ou l'art contemporain. Nous, on est arrivé avec une proposition qui mélangeait un peu tout ça, donc qui détonnait à certains moments, on nous disait mais vous êtes dans quelle case? Donc cette chose très française de la case, mais qui, je crois, avec la dernière exposition, en fait, a été un peu gommée, même a été complètement gommée, où la cohérence, encore une fois, du propos a fait que les gens ne se posaient plus de questions entre l'objet et l'art.
Et donc on s'était rendu compte depuis quelque temps que ce qu'on appelle le prescripteur, mais il est très différent, hein. Aujourd'hui on a des art advisors, donc des gens qui vont conseiller des particuliers ou des architectes sur de l'achat d'art. Il y a des curateurs indépendants aussi qui interviennent pour des projets d'exposition ou de vente. Donc voilà, les intermédiaires aujourd'hui sont de plus en plus multiples et nombreux. Mais c'est vrai que quand on parle de prescripteur, nous, comme vous, on parle de plus en plus souvent d'architecte. Et l'architecte aujourd'hui est vraiment quelqu'un qui va placer de l'œuvre d'art au mobilier jusqu'à l'objet d'art. Donc oui, je confirme effectivement, ce sont des personnes, ou en tout cas qui nous envoient des assistants, des délégations spécialisées pour de plus en plus faire l'acquisition en lieu et place de leurs clients. Après, c'est aussi un défi permanent pour nous dans cette idée de réinventer le modèle de galerie. Enfin, on invente et on réinvente rien, on s'adapte. Mais quand on a commencé, on était vers du particulier, il y avait du collectionneur, etc. Mais très très rapidement, puis de par l'activité du studio, où là on allait directement vers les marques, et ça c'est nous qui faisions cette démarche-là, sont de plus en plus venus des architectes qui se sont rendus compte aussi de côté hybride de la chose, en disant ils peuvent aussi bien faire des propositions que nous amener vers autre chose. Donc oui, les architectes sont de plus en plus des éléments clés de la commercialisation des métiers d'art. Pas d'autres questions? En tout cas, merci beaucoup. Je crois c'était un peu le rôle de cette séance, notamment pour un public qui ne connaît pas nécessairement ce métier et qui voudrait se destiner à ce genre de métier. Quelques termes qu'on a évoqués, ce qui me semble intéressant, bon, évidemment le temps, la temporalité longue, et on investit dans du temps en tous les sens du terme, mais aussi la côté médiation, médiateur. Vous êtes des intermédiaires. Alors après, c'est savoir quel type d'intermédiaire. On a bien vu aujourd'hui qu'il y avait au moins 2 types, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, qui trouvent leur rôle de médiation. Et enfin, la côté maturation et cohérence, je crois que j'en avais pas pris conscience avant. C'est pour ça que je reviens dessus. Mais il me semble que quand on veut expliquer quel est le métier de médiateur, ça paraît simple. En fait, c'est peut-être la chose la plus compliquée. C'est notamment un jeune, soit mature et cohérent. Ça fait un peu. Et revient nous voir plus tard. Non, pas nécessairement. Non, mais ça peut vouloir dire soit mature et cohérent, et on va t'aider à l'être. Quand on voit quelqu'un qui est plein de talent mais qui est tout feu tout flamme, mais c'est ce qui est exaltant justement, il faut créer un parcours. Ça veut pas dire créer un parcours, ça veut pas dire s'enfermer entre quatre murs. Ça veut dire voilà, trouver son sillon et bien le creuser, quitte à faire des pas de côté évidemment, mais ça veut dire créer vraiment quelque chose qui soit facilement, ou en tout cas qui donne un aperçu extérieur très fort. Voilà, en tout cas, merci à tous les deux, et puis à la prochaine rencontre des Gobelins. Merci et bonne soirée. Merci Marc.